Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia et bienvenue dans un nouveau vlog qui sera un nouveau concept. Je vais vous en parler dans mon bilan lecture de l'année. Cette année, j'aimerais bien faire un travail sur les livres qui sont dans ma pile à lire depuis un certain temps. Et donc, j'ai décidé de lancer une nouvelle série de vlogs. Je sais pas encore s'il y en aura un par mois, un tous les 2 mois, je sais pas, mais il y en aura au moins un par saison, c'est sûr. Cette série de vlogs, elle va s'appeler Pâle et ontologie. Je pense que c'est assez explicite comme nom quand même. Pourquoi? Parce que je vais faire de la paléontologie dans ma pile à lire. Je vais aller chercher les livres les plus vieux, les livres que j'ai depuis trop longtemps. Et le but, c'est qu'à la fin de l'année, je me retrouve, même hors vlog, à avoir le moins de livres possibles qui ont plus de 2 ans dans ma pile à lire. Pour l'instant, il y a 22 titres qui ont plus de 2 ans dans ma pile à lire. Voilà, je vous le mets ici, sachant que chaque mois passé, ça veut dire que je rajoute des titres potentiellement, puisque je vais un petit peu plus loin dans la date que je prends sur ma pile à lire qui ont plus de 2 ans, évidemment. Voilà, là j'ai pas compté les titres qui étaient rentrés en février par exemple 2024, parce qu'on est encore en janvier, et donc le but c'est qu'à la fin de l'année j'en ai le moins possible. J'arriverai pas à 0, je vous le dis tout de suite, c'est impossible, surtout que c'est ce genre de vlog qui va me motiver et que j'en ferai pas non plus tous les mois, mais j'aimerais bien la descendre le plus possible. Donc on commence cette année avec 22 titres et on verra à combien on termine l'année, on en parlera dans le bilan de lecture de l'année prochaine, mais pour l'instant on est en janvier. Alors sur ces titres, je vous ai mis en surbrillance uniquement ceux qui sont dans ma pile à lire de l'hiver. On en a donc 5, dont un qui s'est rajouté à la dernière minute, que j'avais pas mis dans ma pile à lire de l'hiver, la vidéo que je vous ai postée il y a pas longtemps, et que finalement j'ai décidé d'ajouter à ma pile à lire de l'hiver. Donc je vais vous les présenter. Le premier, c'est un tout petit, c'est Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. C'est du contemporain asiatique, avec du coup cette histoire de revenir un peu dans le passé, dans les souvenirs. C'est tout petit, donc ça peut être un atout majeur. On a, et je vous dis tout de suite, je ne prendrai pas celui dans cette vidéo-là, le Trône de fer, l'intégrale 2 illustrée de George R. R. Martin. Pourquoi je le prendrai pas? Parce que c'est pas une nouvelle histoire et du coup, dans ce genre de vidéo, j'ai quand même envie de découvrir des titres qui sont depuis longtemps, voir si finalement je les aime ou pas. Et connaissant l'histoire de ça, je le prendrai pas, mais je l'ai mentionné quand même. On a également le tome 2 d'Absolu de Margot Dessen, publié chez Big Bang. Vous le savez, je vous ai dit, j'aimerais bien terminer cette saga cette année, donc ça peut être une bonne idée. J'ai également les 10 000 portes de January d'Alex E. Harrow, publié chez Le Livre de Poche. On est sur la fantaisie des portails, voilà, ça peut être intéressant. Mon parallèle et compagnie. C'est une autrice que j'ai très envie de découvrir. Et le petit dernier qui s'est greffé, qu'à la base j'avais pas du tout prévu sur ma pile à lire de l'hiver et que j'ai rajouté après avoir publié ma vidéo, c'est Babel de R.F. Kuang, publié donc chez De Saxus, parce que le côté noir et blanc, le côté traduction et tout, les étoiles, je sais pas, ça me donne une petite vibe d'hiver, même si c'est de la Dark Academia. Par contre, on en parle ou pas du jaspage tout flou, c'est quand même pas ouf, surtout pour un ouvrage qui a coûté si cher, parce que, rappelons-le, hein, il m'a coûté 35 €. La modique somme de 35 €. Donc, j'ai le choix entre ces 5 livres et je vous avoue que au début j'avais pensé partir là-dessus quand je réfléchissais un petit peu au vlog, et puis je me suis dit ah mais j'ai déjà fait un vlog avec de la magie des portails, donc c'est un peu redondant. Ensuite j'ai éliminé celui-ci parce que je me suis dit comme je vous ai dit, je vais pas vous lire le Trône de fer, ça n'a pas trop d'intérêt. Me restent donc ces 3 romans et je vous avoue que le choix a été vite vu, parce que ça, potentiellement, je peux le lire pendant un épisode d'Opération Saga, donc une série de vlogs où je lis que des suites de saga. Et puis, je vais facilement le sortir parce que c'est dans mes objectifs. Me reste donc, évidemment, Babel. Et Tant que le café est encore chaud. Et alors, là où c'est plutôt pas mal, c'est que niveau taille, ils se compensent l'un l'autre. Je me suis dit que finalement, je prendrais que 2 titres. D'habitude, je prends 3 titres sur les vlogs lecture. Mais honnêtement, quand je vois la pavasse que c'est, je me dis que c'est pas plus mal que je prenne Babel. En plus, je sais que vous êtes beaucoup à attendre mon avis là-dessus. Donc pourquoi pas le faire dans un vlog. Ça peut être assez intéressant. Et puis comme ça, j'aurai quand même une deuxième lecture. Parce que ça, à mon avis, ça va me prendre quasiment toute la semaine. Donc je vous parlerai de plus d'un livre. Et en même temps, voilà, c'est
tellement petit que je pense que ça va bien matcher avec Babel, ça changera, ça me permettra de sortir un petit peu la tête hors de l'eau, sachant que hors vlog, je dois aussi finir une lecture commune cette semaine. C'est de la grosse fantaisie nordique, je vous en parlerai pas, c'est pas le thème du vlog, mais c'est pour ça que je me dis que 2 titres, c'est déjà largement suffisant, même si d'habitude j'en prends 3. Quand vous voyez une bête comme ça, voilà, donc ce sera mon programme de lecture pour ce vlog paléontologie. J'espère vous dire que je suis contente d'avoir sorti ces titres enfin de ma pile à lire. Et j'avoue que ce vlog me motive grave à les sortir, sinon ils auraient pu rester 1000 ans encore. Donc voilà, je vais quand même vous montrer un titre que j'ai reçu dans la boîte aux lettres aujourd'hui. Alors pour le coup là, c'est vraiment hors paléontologie parce que je l'ai reçu aujourd'hui, c'est un service de presse. Il vient de sortir, donc c'est un roman tout nouveau, mais j'avais envie de vous en parler. Il s'agit de Comment te dire de Geneviève Kingston, publié chez Robert Laffont. Pourquoi ? Parce que cette année, je suis partenaire avec Robert Laffont. Et je ne l'avais pas sélectionné à la base. Et on nous a fait une visio sur les nouveautés de l'année, et apparemment ce roman est vraiment bouleversant. Il parle de deuil, et il en parle apparemment merveilleusement bien. Donc ça, j'essaierai de le lire dans pas trop longtemps. Je pense que ça peut être vachement chouette. On est sur voilà, une fin de vie d'une mère qui a des enfants en bas âge, et faut avoir le cœur accroché à mon avis. Bon bref, je vous en parle parce que je viens tout juste de le recevoir, donc voilà. Et bah écoutez, je vais vous laisser. Je rentre d'une journée déjà bien chargée. J'ai travaillé un petit peu pour la chaîne, faire ma lecture commune, et ce soir, j'entamerai la babélisation. Voilà, tout simplement. Et je reviens très vite pour vous donner mon premier avis sur ce titre. Et donc je vous dis bah sûrement à demain. Bonjour à tous, on se retrouve, je vais vous débriefer un petit peu le début de Babel, puisque j'ai déjà lu 145 pages. Alors, ça paraît pas beaucoup, hein, finalement, quand on regarde la taille du truc, mais c'est déjà assez pour pouvoir vous donner un petit peu mon avis déjà, et vous parler aussi, pour ceux qui ne l'ont pas lu, même si vous êtes beaucoup à l'avoir lu, de son résumé, de quoi ça parle. Alors, on va suivre un jeune homme, on n'a pas son vrai nom, mais on sait qu'il doit prendre un nom, il s'appelle Robin, tout simplement parce que c'est un enfant chinois, et qu'on a un professeur anglais qui va lui dire qu'il vient avec lui à Londres, parce que sa famille ne peut pas vraiment s'occuper de lui. Alors, ce qu'on suspecte depuis le début, c'est que c'est potentiellement son fils. Sinon, pourquoi il prendrait un Chinois comme ça sous son aile ? On est en 1828, donc on a l'empire colonialiste anglais qui, évidemment, a colonisé de nombreux endroits du monde, dont la Chine. Et donc ce petit garçon va être forcé de trouver un nouveau nom. Et ça me fait rire parce que son nom de famille qu'il choisit, c'est Swift. Voilà, if you know, you know. Et du coup, il va s'appeler maintenant Robin Swift. Mais en fait, on ne sait pas vraiment comment il s'appelle de base. Donc ce petit garçon va être arraché à ce qui lui reste de sa famille pour partir avec ce professeur. Et en même temps, sa famille vit dans une espèce de pauvreté pas sympa, donc il se dit qu'il a plus de chances d'aller là-bas. Et donc il va être éduqué, pas toujours de la bonne façon, par son tuteur. Il va avoir des leçons et tout, dans le but d'entrer à Oxford pour faire des études de traduction. Et il y a une espèce de magie un peu latente, qu'on comprend pas trop vraiment, qui va se retrouver dans des barres d'argent. Et il n'y a que certaines personnes qui peuvent comprendre comment marchent les barres d'argent, et il semblerait que Robin soit capable de le faire. Donc on fast-forward quelques années, et Robin rentre à Oxford. Il va découvrir qu'il y en a d'autres comme lui, notamment il y a un jeune hindou qui est là, qui vient de Calcutta, et ils ont un petit peu les mêmes, les mêmes phases de vie. Ils ont été un petit peu pris sous l'aile d'un tuteur, ils ont vécu un petit peu ostracisés, un peu isolés dans l'Angleterre très raciste, rappelons-le quand même. Ils subissent évidemment des moqueries, du racisme et compagnie. Et en fait, notre héros, Robin, va être témoin d'un espèce de vol par rapport à justement ces barres d'argent qui sont enchantées et qui permettent en fait d'exploiter le sens des mots, mais le sens des mots qu'on a tous oubliés, et donc qui permet de nombreuses choses évidemment. Et donc on a un espèce de casse qui se déroule, et il va se retrouver un peu au milieu de tout ça, être un peu témoin, et c'est comme ça que va commencer notre histoire.
Enfin, je dis c'est comme ça que va commencer notre histoire, j'en suis déjà à la page 145, mais là j'ai terminé ce qui s'appelle la première partie. Donc je pense qu'en fait, tout ça, tout ce que je vous ai dit, c'est vraiment la mise en circonstance, la mise en contexte de comment on en est arrivé là, puisque voilà, vous le verrez, hein. Livre 2. Donc c'est un résumé quand même où il s'est passé beaucoup de choses, mais je pense que c'est vraiment important, parce que sinon je vous dis rien du tout en fait finalement, et je pense qu'il va se passer énormément de choses. Déjà rien que dans le résumé, on nous dit qu'il va pouvoir espérer changer Babel de l'intérieur. Alors Babel, c'est l'Institut de traduction à Oxford, c'est tout. Et donc il va y avoir question de colonialisme, d'impérialisme et compagnie, et surtout de la place de ce jeune chinois qui a été un petit peu arraché à sa culture, à sa famille, forcé d'évoluer au milieu de personnes qui le méprisent complètement, hein, juste par sa naissance et de l'endroit où il est né, et de son ADN en fait finalement. Or lui en plus, on voit qu'il a des compétences très particulières, c'est-à-dire qu'il apprend énormément très très vite ces langues voilà, anciennes, le grec ancien, le latin ancien. On sent qu'il n'y a pas de difficulté pour lui, et il saurait manipuler ces fameuses barres d'argent. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire dessus? C'est hyper intéressant, c'est hyper prenant, c'est juste que j'ai pas eu beaucoup de temps de m'y plonger là récemment, mais c'est hyper prenant, et je m'attendais à quelque chose de très lourd niveau écriture, avec tout ce qui est traduction et tout, et au final je trouve que c'est quand même très fluide et ça se lit très très bien. Donc bah écoutez, ma foi, pour le moment c'est très positif. Vraiment, pour le moment, c'est très positif, cette lecture de Babel. J'ai hâte d'en savoir plus, parce que comme je vous dis, là, je sens que j'étais vraiment juste au balbutiement, à la mise en contexte, et qu'on va rentrer dans des choses beaucoup plus deep, beaucoup plus profondes. On sent que l'autrice, voilà, elle a été jugée sur ses origines, on sent que c'est un sujet qui lui tient à cœur, qu'elle a vécu personnellement, et c'est très bien écrit. Pour le moment, c'est très très bien écrit, donc bah écoutez, ça s'annonce très très bien, ce premier vlog de paléontologie, nous verrons, je vous reprendrai une fois que j'aurai lu quand même une partie substantielle de ce livre, parce que comme je vous dis, il fait 700 pages, donc là j'en suis vraiment qu'au balbutiement, mais j'aimerais bien rentrer à fond dedans là, pour dégager une grosse session lecture, et vraiment rentrer dans le cœur du sujet, et pouvoir vous faire un petit update sur mon ressenti. Et donc voilà, donc je vais vous laisser, et je vous dis bah au prochain update. Bonjour à tous, on se retrouve pour faire le point sur Babel, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé dedans. Alors je vous ai pas pris tous les jours, parce que la semaine a été un peu compliquée, et lire à chaque fois 50 pages, et vous faire un update sur 50 pages, ça n'avait pas trop d'intérêt je trouvais. Donc je préférais lire une grosse portion pour pouvoir vous faire vraiment un retour un petit peu plus constructif de ce que j'ai lu. Pour l'instant, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup même. Je pense cependant qu'on n'est pas sur un coup de cœur, mais il y a des choses extrêmement qualitatives dans ce livre. Déjà, l'écriture. L'écriture est vraiment exceptionnelle. Je le sais déjà parce que j'adore R.F. Kuang. Donc forcément, je suis pas très étonnée. Je suis pas très étonnée que l'écriture soit si belle, qu'en plus, vraiment, il y a tous ces détails sur la traduction qui sont vraiment hyper intéressants, n'alourdissent pas le roman, n'alourdissent pas la plume, et en même temps permettent vraiment de creuser des sujets de linguistique qui sont hyper intéressants, qui vont au-delà juste de la racine des mots, mais qui sont vraiment à voir en corrélation avec tout ce qui est politique dans les empires, en fait, les empires qui soient, on va dire, éloignés dans le temps ou plus récents. On a vraiment une corrélation entre les deux, et en fait c'est vrai que la traduction c'est quelque chose de particulier, parce que le sens des mots est vraiment pas le même quand c'est traduit, je trouve. Il y a plein de mots comme ça qui sont intraduisibles dans les autres langues, parce que c'est des mots spécifiques, c'est des mots qui sont construits par rapport à une culture, à une nation, à des modes de vie qui en fait sont différents d'un pays à l'autre. L'exemple le plus connu, je crois que c'est Hygge, en je sais plus quelle langue, mais c'est une langue voilà, du Nord, et qui a un mot qui peut pas se traduire en fait, parce que c'est un art de vivre qui est vraiment très spécifique à une culture en fait, tout simplement. Il y a aussi un mot, alors j'ai plus le mot, hein, vraiment je le connais pas, c'est un mot islandais qui désigne le 24 au soir décembre, vous savez, la veille de Noël, où tout le monde en fait s'offre un livre, et ensuite c'est le moment où chacun lit un livre.
tous ensemble, ils sont en pidge, ils sont dans la même pièce, tous sur un canapé, et ils lisent ensemble, pas le même livre, hein. Et ça, c'est un mot particulier et c'est intraduisible parce que justement, ça fait partie des cultures, des us, des choses qui sont du coup pas adaptables et pas transposables dans une autre culture. C'est pour ça qu'une langue traduite ne sera jamais fidèle à 100%. En fait, et c'est un petit peu aussi de la culture et de la personne en fait du traducteur qui va donner cette force à ce texte. C'est pour ça qu'en fait, nous, quand on lit des traductions en anglais, c'est pas à 100% fidèle. Et ça peut pas l'être. En même temps, parfois, il y a des choses intéressantes avec la traduction. Je pense notamment à certaines blagues qui peuvent être ajoutées, notamment quand on pense aux séries qui sont traduites et qui sont doublées. Des fois, elles sont même plus drôles que la version originale parce que la scène a permis de faire une vanne qui n'était pas possible dans une autre langue parce que cette vanne était spécifiquement, inspirée de la scène et de la culture française. Et c'est pour ça qu'il y a du bon et du mauvais dans la traduction. Ce qu'il faut se dire, c'est que de toute façon, un texte traduit ne sera jamais 100% fidèle. C'est impossible. C'est impossible. La seule façon que ce soit possible, c'est que ce soit l'auteur lui-même qui traduise ses propres textes. Là, on peut se dire que ok. Mais sinon, il y aura forcément un petit peu du traducteur dans la traduction. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose, la traduction. C'est juste, voilà, je sais pas pourquoi je me suis lancée dans un laïus de 10 minutes là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant et le sujet est vraiment bien exploité. On a évidemment aussi le sujet de la domination de l'Empire britannique sur les autres nations, qui est vraiment le cœur du sujet, hein, finalement, et notre personnage qui en plus, lui, a un petit peu un pied de chaque côté, parce que, à la fois, c'est un Chinois, donc qui voilà, culture oppressée au possible et compagnie, et en même temps, le boug, il est à Oxford, et tout lui est payé, il vit bien, et du coup, il est un petit peu, voilà, entre les deux, et il profite finalement, dans un sens un petit peu quand même, de l'impérialisme, finalement, de l'Empire britannique. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, il y a vraiment cette dualité en lui qui, je trouve, est extrêmement bien exploitée. Et je trouve ce récit vraiment très intelligent. Très intelligent, très fort, passionnant. C'est un peu long parce que, voilà, c'est un long roman, donc ça me frustre un petit peu de passer autant de temps sur une seule lecture. Mais en même temps, c'est une très bonne lecture. Pas un coup de cœur, étonnamment. Il manque un truc. Il manque un truc et je pense, très honnêtement, je vais vous le dire, hein, je pense que je sais ce qui manque. C'est pas au livre, c'est à moi-même. C'est que cette semaine, je vais pas rentrer dans les détails, m'a été un peu compliquée. D'où le fait que j'ai lu peu aussi chaque jour et que du coup, j'avais pas trop d'intérêt à vous faire un update tous les jours. Mais il y a ça qui joue beaucoup. Et vous savez, je considère que le mood de lecture joue beaucoup sur le ressenti de lecture. Donc voilà, c'est pas un coup de cœur, mais je trouve que c'est un récit diablement intelligent. Et je comprends sa hype, clairement je la comprends, et je sais que je l'ai juste pas lu avant parce qu'il fait presque 800 pages, et que comme je vous ai dit, c'est assez frustrant pour moi, qui lis beaucoup, de me dire que je passe une semaine sur un seul livre, mais parfois il faut. Parfois il faut, puis au final, en fait, est-ce que c'est grave ? Non, c'est juste parce que je vous fais du contenu, donc je me dis, j'aurai pas beaucoup de posts pour la semaine prochaine et compagnie, et ça c'est un peu frustrant, je vous avoue, parfois. Alors, encore une fois, je ne me plains pas de ma situation, j'ai beaucoup de chance et en même temps c'est de la chance liée à beaucoup de travail que j'ai fourni. Je reçois beaucoup de livres, je fais beaucoup de contenu sur les réseaux et tout. Et parfois ça peut être un peu malsain parce que ça peut frustrer de passer une semaine sur un seul livre, alors que beaucoup de gens passent une semaine sur un livre bien plus petit, et en fait c'est ok. C'est juste à moi de déconstruire un petit peu mes attentes envers moi-même qui sont toujours extrêmement élevées, et me dire que juste c'est ok, profite, c'est une bonne lecture. Et voilà. Donc écoutez, je vais vous laisser, je vais continuer ma lecture et je reviendrai quand j'aurai fait une substantielle avancée. Là, je crois qu'on arrive au livre 4, donc j'ai quand même vraiment bien avancé. J'ai l'impression qu'il y a 5 livres, je pourrais me tromper. Il me reste donc les 2 derniers livres. Je sais pas encore si je vous ferai un update avant le livre 5 ou juste un update final, mais du coup je vais vous laisser et je vous dis à plus tard. Bonsoir à tous, on se retrouve puisque j'ai presque fini Babel. Alors vu comme ça, on dirait qu'il reste pas grand chose, il reste quand même presque 200 pages. Mais bon, c'est par rapport, je pense, à la taille du bouquin forcément. J'ai pas mal de petites choses à vous dire.
Je passe toujours un excellent moment et je pense honnêtement que c'est un des livres les plus percutants que j'ai lu sur plein de domaines. Et étonnamment, c'est pas un coup de cœur. Je reste sur ma ligne directrice. Je pense que ça a énormément à voir avec le genre de mood dans lequel je suis en ce moment. Je vais pas rentrer dans les détails, mais du coup je passe quand même un excellent moment. Je trouve ça très très chouette parce que là on en est arrivé, depuis un petit moment quand même, à des parties où vraiment notre personnage principal, Robin, va vraiment s'affirmer, va faire des choix pas forcément faciles, va commettre des actions limites qu'il aurait jamais pensé faire parce que il va aller au bout de ses convictions. Et je trouve ça très cool qu'en fait ce personnage il passe par plusieurs étapes, que ce soit le questionnement, que ce soit le fait de marcher avec la machine aussi, et qu'il ait des espèces de réalisations, voilà. Je rentre pas dans les détails parce que sinon je vous spoil toute l'histoire. Mais ça, je pense que c'est des choses qui sont assez évidentes, donc je peux vous en parler. Vraiment, le côté colonialisme et compagnie, c'est vraiment un point qui est énormément discuté. Et je pense que c'est un sujet qui tient énormément à cœur à l'autrice. Je trouve que c'est relativement très 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 bien fait, que c'est très bien écrit, que voilà. Après, en tant que personne blanche, je ne peux pas affirmer à 1000% que c'est de la bonne représentation, que voilà, parce que je ne fais pas partie des populations représentées. Cependant, de mon ressenti, je trouve que c'est quand même objectivement très bien fait. C'est sûr que voilà, ce sont des sujets, je pense, qui touchent, mais où je pourrais jamais vraiment comprendre l'impact à 1000%. Je peux comprendre certains ressentis que je vais transposer parfois avec certaines choses, mais je pense que je pourrais jamais vraiment comprendre à 1000% complètement ce sujet et les choses qui sont ressenties par les personnes qui sont concernées par ce sujet. Parce que je n'en fais pas partie. Au même titre qu'un homme ne pourra jamais comprendre à 1000% certaines injustices que vivent les femmes. Parce que ils ont jamais eu besoin de s'inquiéter de ça, ils ont jamais eu besoin de s'inquiéter quand ils étaient seuls la nuit, et qu'il y avait un homme qui les suivait, même si l'homme n'avait pas forcément l'air, voilà. Plein de choses, des mécanismes de défense qui sont ancrés dans les femmes, que les hommes ne pourront jamais comprendre. Et là, je pense que c'est pareil, il y a plein de mécanismes de défense et aussi de maltraitance, en fait, qui sont vécus par des personnes de couleur que moi, je ne pourrais jamais comprendre à 1000%. Je peux m'éduquer, je peux regarder, je peux lire des choses dessus, mais je pourrais jamais les comprendre au niveau des émotions. Voilà, je peux les intégrer factuellement, c'est des faits que je peux lire, que je peux intégrer, mais je pourrais jamais les comprendre au niveau des émotions. Et je peux comprendre que au-delà du fait que ça peut toucher énormément de monde, parce que c'est un livre très très bien écrit, je peux comprendre que certaines populations aient pu vraiment avoir une espèce d'impact émotionnel sur ce livre. Je peux vraiment l'envisager. Je dis pas que parce que je n'ai pas cet impact, je pense que j'aurais pu vraiment avoir un coup de cœur sur ce livre si c'était pas tombé dans cette période-là. Parce que voilà, je suis un peu fatiguée, j'ai ma tête qui est un peu ailleurs, et il est quand même assez demandeur, même si finalement il est plus simple à lire que ce que je pensais. Mais du coup, je trouve que vraiment c'est un livre hyper intelligent, qui a beaucoup de valeur, qui va se positionner, qui va dénoncer, et en ça, je trouve que c'est un super livre qui mérite vraiment sa hype. Donc voilà, je passe un excellent moment, et au-delà de tous ces débats, c'est aussi très bien écrit. Voilà, qu'on se le dise, c'est palpitant, c'est très bien écrit, les personnages sont vraiment chouettes, l'intrigue, elle est hyper bien ficelée. C'est au-delà de ça, en fait, c'est un super roman. Voilà, donc mon programme, c'est finir Babel, et du coup, essayer quand même de lire un deuxième livre, donc Tant que le café est encore chaud, de Toshikazu Kawaguchi. Je pense que ce soir, je pourrais l'avoir commencé, et du coup, je viendrai vous faire un petit retour une fois que j'aurai fini Babel et que j'aurai commencé Tant que le café est encore chaud, que, à mon avis, je vais réussir à lire quand même pas trop difficilement. Donc voilà, je vais vous laisser, et je vous dis à très bientôt. Devinez qui a pleuré? C'est moi. C'était beau, c'était doux, c'était triste. Oh là là, je comprends
que ce soit un des premiers de ce genre qui a été traduit, parce que je crois qu'on est quand même sur une traduction Albert Michel qui date de 2015. Ah non, qui date de 2021. Avant ça, on avait très peu de récits de ce genre. Et je comprends que c'est celui qui a été choisi. C'était beau, mais qu'est-ce que c'était triste en même temps. Je viens de le finir et j'ai attendu quand même de sécher quelque peu mes larmes avant de prendre la caméra. C'était vraiment une chouette histoire. J'ai hâte de découvrir la suite. Je sais pas pourquoi j'ai mis si longtemps pour découvrir ce titre. Peut-être parce que, étant lectrice Namid, j'avais beaucoup d'obligations. Et du coup, j'en lisais déjà beaucoup. Mais waouh, c'était trop chouette. Vraiment, j'ai adoré ces 4 histoires. Et je suis ravie de savoir qu'il y en a beaucoup plus qui existent. Parce que vraiment, c'était... Voilà, que dire. Petit coup de cœur. Petit coup de cœur pour ce livre. Qui m'a fait ressentir pas mal de choses, pas mal d'émotions. C'est toujours un petit peu compliqué avec ce genre de roman parce qu'on est souvent sur du deuil, sur des émotions qui sont très difficiles. Et du coup, en fait, quand ça arrive à vous choper et à vous faire sortir les larmes, c'est banco, c'est gagné. Voilà. Et très contente d'avoir du coup commencé cette saga. J'ai passé un très bon moment de lecture. Rapide, vous vous en doutez bien. Et en même temps, c'était ce qu'il fallait après Babel, hein, on va pas se mentir. Mais waouh, c'était chouette. Je crois que mon histoire préférée, c'est la dernière. C'est la dernière qui a réussi à me choper là comme ça et à me faire pleurer. Mais c'était très chouette. Donc écoutez, je vais mettre sur ma liste de livres à acheter la suite. Parce qu'en plus, c'est des petits livres, donc il faut que je regarde s'il y en a 3 ou 4 qui sont parus en poche. Je vais me renseigner, mais je pense que je vais tous me les prendre d'un coup. Parce que c'est clairement un type de roman où je vais pas me lasser. Alors je vais peut-être pas les lire tous en même temps, tous cette année, mais il est fort probable que je me les achète tous. Bref, c'était chouette. Et du coup, faisons le calcul. Dans mes souvenirs, c'était 24 livres que j'avais en début de ce vlog. Et on est donc à 22 livres dans ma palle de paléontologie. Ce premier épisode était un succès. Alors, un succès mitigé parce que je pense vraiment que Babel, j'aurais pu encore plus l'apprécier dans un autre contexte, dans une autre semaine, dans un autre moment. Mais on est quand même sur 2 très bonnes lectures. 2 petits bangers, 2 petites pépites. Enfin, petites. Est-ce qu'on peut dire que Babel est petite ? Je pense pas. Des styles assez différents, des livres que j'avais depuis longtemps dans ma pile à lire. Déjà, ça faisait plus de 2 ans que je les avais dans ma pile à lire. Et je me souviens que Babel, je l'avais acheté à sa sortie, et tant que le café était encore chaud, je l'avais acheté, oh là là, il y a fort longtemps aussi. Je sais plus comment il est arrivé dans ma pile à lire. Je pense que je l'avais acheté chez Gibert en occasion, si je ne me trompe pas. Donc voilà, premier épisode de paléontologie, combo gagnant. Une lecture très poignante, très intelligente sur des thèmes qui sont pas faciles à aborder et pourtant qui ont été extrêmement bien faits tout en gardant une intrigue des personnages. Et voilà, un monde très intéressant aussi et un petit livre qui a réussi à me choper, à me faire pleurer. Voilà, ce genre de romans qui m'ont fait aimer la littérature japonaise, enfin asiatique, parce qu'il n'y a pas que des japonais qui font ça. Beaucoup de coréens d'ailleurs. Ce genre de littérature qu'en anglais on appelle la healing fiction, donc la littérature de la guérison, voilà. Et c'est vrai que c'est un terme qui est très, très juste finalement. C'est vrai que c'est souvent des livres pour guérir, et c'est des livres qui font du bien au cœur et à l'âme, donc voilà, on est sur un super combo. Je suis contente de terminer là-dessus. Est-ce que je ferai un épisode tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois ? Je n'ai pas encore décidé. Mais ça m'a motivée à en faire plus parce que du coup, en plus, dans cet épisode, c'était que des bonnes lectures. Donc forcément, ça motive plus que quand on fait que des mauvaises lectures. Après, bon, je suis peut-être un petit peu plus susceptible d'en faire à d'autres périodes de l'année. Parce que je sais que sur certains mois, il n'y en a pas beaucoup. Alors que par exemple, en été, j'en ai 50 000. Donc peut-être que j'en ferai plusieurs cet été. Peut-être que j'en referai un avant que le printemps arrive. Honnêtement, je suis pas encore décidée, ça dépendra
de plein de choses. Mais attendez-vous à voir d'autres épisodes de paléontologie sur ma chaîne parce que je suis très contente d'avoir pu sortir ces 2 reliques de ma Pilate. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes encore là, bah mettez des petits emojis en forme d'os pour la paléontologie, parce qu'à la base, c'est l'histoire des dinosaures. Et puis voilà, merci pour tout votre soutien vidéo après vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et si vous avez envie de me soutenir gratuitement, un petit commentaire, un pouce en l'air, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi, comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous!